merci d'avoir su rendre vivante une matière qui pouvait paraître technique. Et enfin, merci d'avoir fait la synthèse entre Michel Audiard, Voltaire et Portalis. Je pense que chacun a apprécié votre intervention et nous mesurons la chance que peuvent avoir nos étudiants à Dauphine. Je vais maintenant passer la parole à Marie-Charlotte Guiriard du cabinet Bignon-Legray qui va animer cette première table ronde qui porte sur les amendes administratives et la transaction pénale. Merci beaucoup. Après ce rappel du cadre juridique flamboyant, à nous d'aborder l'aspect plutôt pratique et je suis très honorée d'être entourée d'experts en la matière dont l'analyse et l'éclairage pourront nous apporter beaucoup cet après-midi. Je suis ravie d'accueillir Christelle Chambarlac, qui a œuvré pendant de nombreuses années en tant qu'inspecteur du travail et qui est désormais chef du bureau du pilotage et du système d'inspection du travail à la DGT. C'est long. Et je suis également ravie d'accueillir à cette table ronde Michael Dalande, avocat associé d'Advent Altana, ainsi que Arnaud Tessier, avocat associé au cabinet Capstan. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet et peut-être poser la question que tout le monde a sur les lèvres, toute l'assistance, et essayer de comprendre ce qui se passe derrière le rideau, côté administration, en matière de sanctions financières. Et la première question, du coup, sera pour vous, madame. À partir du moment où l'administration identifie une infraction passible d'une sanction financière, quelle est la stratégie adoptée par l'administration du travail, notamment dans le choix des sanctions? Oui, merci beaucoup. Si vous voulez, avant, je peux vous donner quelques repères peut-être chiffrés pour qu'on sache un petit peu de quoi on parle quand on parle des sanctions qui sont prononcées par l'administration du travail. Vraiment sans vous noyer dans les chiffres, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment les chiffres, il y en a qui n'aiment pas. Bon, voilà. J'essaie de trouver un juste milieu. Pour vous donner un ordre de grandeur, hein, sur l'année 2024, en termes de contrôle inopiné, on était à 115 000 contrôles. On a 50 000 enquêtes. Les enquêtes, c'est les accidents du travail, les licenciements de salariés protégés, etc. Et puis après, on a un certain nombre d'interventions qui sont des examens de documents, des réunions d'entreprise, etc. Et le domaine d'intervention des inspecteurs du travail, c'est donc toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité, sur un secteur géographique donné qu'on appelle une section. Et en ce qui concerne les secteurs d'activité sur lesquels on intervient le plus, c'est pour 26%, sans grande surprise, le BTP, puisque les chantiers du BTP, c'est là où il se passe beaucoup de choses et beaucoup de choses graves pour les salariés. 26% des interventions donc, sur les chantiers, ensuite 15% dans l'industrie, 13% dans le commerce, 6% dans la santé, puis après 6% dans les HCR, et ensuite on se répartit sur les autres secteurs. Pour ce qui concerne la taille des établissements qu'on contrôle, puisque peut-être qu'on parlera après aussi de la stratégie qui est adoptée, qui est différente selon la taille des établissements, pour avoir aussi là quelques repères, on a 27% des interventions qu'on a eues dans les établissements de 1 à 9 salariés. Les établissements de moins de 9 salariés sont très peu contrôlés par l'inspection du travail, même s'ils représentent finalement un nombre important d'établissements, mais un nombre plus faible de salariés. Mais en tout cas, voilà, 27% dans les établissements de plus de 10 salariés, 33% 10 à 49. Ensuite, on a 23% des interventions pour les établissements de 50 à 250 salariés. Et puis après, on est dans des pourcentages plus petits, plus l'effectif des entreprises monte. Si on regarde par rapport à ce que représentent ces tailles d'entreprises, en fait, on voit que globalement, on est plus présent, plus que ce que représentent les entreprises dans les entreprises de 10 à 250 salariés. C'est celles-là qui sont proportionnellement plus contrôlées. Et ça s'explique parce que dans ces tailles d'entreprises-là, on a moins souvent des représentants du personnel, on a moins souvent des DRH ou des préventeurs, et il y a plus besoin de présence peut-être d'un tiers ou d'un inspecteur du travail. Alors pour ce qui est ensuite, donc là on a parlé des interventions. Pour ce qui est des suites qui sont données aux interventions, Pierre Hamin vous a cité ce matin, hein, il y a 90% des suites des interventions qui font l'objet d'une suite écrite. On voudrait arriver à 100%, mais en tout cas aujourd'hui on a 90%. Et dans 69% des cas, ce sont des lettres d'observation, ce que vous appelez des rappels à la loi. Près de 70% des cas, en fait, l'inspecteur du travail, il dit ce qu'il a constaté, parce que c'est quand même très rare que l'inspecteur du travail n'ait rien à dire suite à un contrôle. Après, on pourra parler de pourquoi on va dans les entreprises et comment on cible nos interventions, mais
voilà, deux fois sur 3, on fait des observations. Ensuite, on a, alors ça représente 155 000 observations en 2024. Ensuite, on a les mises en demeure qui sont soit des mises en demeure préalables à procès-verbal, donc la loi nous oblige à faire une mise en demeure avant de dresser procès-verbal, ou alors vous avez aussi des mises en demeure qui sont un peu plus, pénalisantes pour les, enfin voilà, pour les entreprises. Ça peut être des demandes de vérification. Enfin, on en a parlé ce matin, de faire des études sur des équipements. Voilà. Donc, on a 6500 mises en demeure qui sont prononcées. On a après des arrêts de travaux d'activité. Je ne vous en parle pas parce qu'on va en parler dans la table ronde suivante. Et puis, on a quand même des décisions administratives dont on a parlé ce matin. Ça représente 37 700 décisions en 2024. Donc, ça occupe beaucoup l'inspection du travail, beaucoup les licenciements de travail protégés, mais pas que. Et pour en venir maintenant à ce qui nous intéresse, les procès-verbaux, en 2024, c'est 4 900 procédures transmises au parquet. Voilà, donc on est à près de 5000 procès-verbaux. Alors, je ne vous fais pas tout l'historique. On est sur un niveau qui n'augmente pas, mais qui ne diminue pas non plus ces dernières années significativement. Voilà, on est sur cet ordre de grandeur. On a aussi des signalements au parquet, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est environ 700 signalements par an. Et puis, pour ce qui concerne les rapports en vue de sanctions administratives, là, on est en 2024 sur 2300 rapports faits par les inspecteurs du travail. Je vais vous parler ensuite des décisions de sanctions administratives qui sont là à la main, effectivement, des directeurs régionaux. Et puis ensuite, bon, il y a d'autres suites que je ne vous cite pas. Sur les sanctions administratives, donc en 2024, on en a prononcé 2174 amendes administratives, et ça représente 14% de plus que ce qu'on a prononcé en 2023. Donc on peut effectivement se dire, oulala, ça explose. Bon, pour vous dire, en 2025, premier semestre 2025, on est à plus 3% par rapport au premier semestre 2024. Donc voilà, on se calme. Et surtout, il faut aussi que vous ayez en tête que l'inspection du travail, suite à la période 2020-2021, a connu une grosse baisse d'effectifs puisqu'on a eu une carence de recrutement. Et que là, enfin, on a beaucoup recruté. Donc on a beaucoup de collègues qui arrivent. Et vous en êtes tous ravis, j'imagine. Et donc, du coup, voilà, l'augmentation du nombre de sanctions, c'est lié aussi un petit peu au renforcement de nos effectifs. Il n'y a pas forcément une pratique d'être beaucoup plus dans la sanction, même si c'est quand même ce que la DGT porte, et je vais vous en dire un mot après. Juste un petit mot sur le montant des sanctions qui sont prononcées. Les sanctions qui sont prononcées, donc le montant moyen unitaire par décision. Une décision peut contenir plusieurs manquements. En 2022, on était à un montant moyen de 6 384 € par décision. Je vous passe les années, mais en 2025, on est à 8 720 € par décision. Alors, on a l'impression, pareil, qu'on augmente, mais finalement, si on regarde le montant unitaire moyen par manquement, là, on est assez stable, on est à 1 000 € en moyenne. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt sur des décisions aujourd'hui qui comportent plusieurs manquements, mais le montant moyen reste à peu près stable. Sur les transactions pénales, dont on a beaucoup parlé, alors pour ceux qui ont pris connaissance du rapport de l'IGAS, il y a un petit biais de lecture puisqu'il y avait un souci sur notre système d'information au moment où l'IGAS a fait son rapport. Donc il n'y a pas d'effondrement de la transaction pénale, bien au contraire. En 2024, alors avant 2024, effectivement, on a des données qui ne sont pas très fiables, mais en 2024, on a initié 904 procédures de transaction pénale. Alors vous voyez, sur les 5000 PV, on n'est pas non plus sur du massif, mais on est sur un nombre qui n'est pas négligeable. Sur ces transactions pénales qui ont été ouvertes en 2024, on en a 16% qui ont été refusées par le mis en cause. Donc, à contrario, vous voyez qu'on est quand même très majoritairement sur des employeurs qui acceptent la transaction pénale qui leur est proposée. On a 625 décisions qui ont été homologuées par le parquet, donc ça nous fait à peu près 82% d'homologation des transactions pénales proposées par le parquet. Dans le reste, il y a aussi des procédures qui sont en cours. Donc, on est vraiment très majoritairement sur des homologations, puisqu'en 2024, moi, j'ai compté 8 refus d'homologation par le parquet. On est à moins de 1%. Donc, ça reste très anecdotique. Et ça, c'est vraiment le reflet des liens qu'on a mis en place avec les parquets, entre les directions départementales et les parquets, qui fait qu'on est assez aligné sur la procédure de transaction pénale, qui quand même, on ne va pas se mentir, arrange tout le monde. Elle désengorge les parquets et elle permet à l'administration du travail d'apporter une réponse rapide aux infractions qui sont constatées. Sur l'exécution de la transaction pénale, parce que ce n'est pas tout pour un employeur de signer la transaction pénale, mais encore derrière, faut-il qu'il exécute cette transaction pénale. Là, on est à 92% de transactions pénales totalement exécutées, 3,5% partiellement exécutés. Par exemple, il aura payé l'amende, mais il n'aura pas fait les mesures complémentaires. Et seulement 1% qui ne sont pas exécutés. Donc, on est plutôt sur des résultats très satisfaisants.
Le petit bémol de notre point de vue, c'est qu'on a seulement 142 transactions pénales qui prévoyaient des mesures complémentaires. C'est un chiffre qui est un petit peu bas, puisque pour l'administration du travail, la transaction pénale, c'est effectivement de sanctionner un comportement qui est délictuel, donc payer une amende, mais c'est surtout, et comme vous l'avez très bien dit, de faire en sorte que la situation soit régularisée, donc que des mesures complémentaires puissent être mises en œuvre. Moi, quand je faisais la transaction pénale à Paris, systématiquement, quand il y avait des échafaudages qui n'étaient pas conformes, l'employeur s'engageait à payer son amende, parce que de toute façon, il faut une amende dans une transaction pénale, mais surtout d'acheter des échafaudages avec un montage en sécurité, etc., ou de payer à ses salariés ou à ses encadrants des formations à la sécurité. Et donc ça, c'est quand même vertueux pour tout le monde. Et c'était, moi, j'ai fait les transactions pénales pendant 2 ou 3 ans à Paris, et c'était un volume important. Et vraiment, c'était plutôt apprécié de part et d'autre. Des inspecteurs du travail qui, au début, étaient très suspicieux sur les transactions pénales parce qu'ils avaient l'impression qu'on allait finalement amoindrir les situations où ils demandaient une sanction. Et puis, par les employeurs et les avocats d'employeurs aussi qui se posaient la question de ce que c'était. Puis, au final, ça a été plutôt apprécié. Alors ensuite, et je vais essayer de ne pas être trop longue pour vraiment vous laisser aussi la parole, sur la stratégie de choix et des suites qui sont faites aux interventions. Alors on a parlé ce matin du principe de libre décision, donc je n'y reviens pas, mais effectivement c'est l'inspecteur du travail qui va décider, indépendamment de toute influence extérieure indue, des suites qu'il donne à ses contrôles. Et effectivement, dans certains cas, en fait, il a le choix. Alors, il a toujours le choix. Il peut choisir effectivement de faire un avertissement. Ça, c'est quand même 69%, on l'a dit, des situations. Mais après, dans les infractions qu'il constate, nous, ce qu'on voit au niveau de l'administration centrale, c'est qu'il y a des infractions sur lesquelles on va quand même plus facilement aller directement au PV. Ça va être le travail illégal. C'est des infractions qu'on ne peut pas régulariser. Quelqu'un qui a été employé indûment, alors on peut régulariser fiscalement, etc. Mais en tout cas, le travail illégal, et c'est aussi les politiques publiques qui sont portées, fait l'objet quand même plus systématiquement et en première intention d'une verbalisation. Et puis c'est les accidents du travail, où là, quand on est dans le cadre d'un accident du travail, le geste professionnel de l'inspecteur du travail, c'est d'aller rechercher tous les manquements qui ont pu conduire à la survenance de l'accident, justement aussi pour préserver ensuite les droits des victimes à être réparés. Après, il y a d'autres infractions qui sont par nature moins verbalisées par les inspecteurs du travail. Tout ce qui est obligation formelle. Ce matin, j'entendais qu'on parlait d'aller vérifier le registre unique du personnel ou l'affichage obligatoire. Bon, voilà, moi, j'ai connu ça peut-être il y a 20 ans quand on a commencé. Aujourd'hui, je ne connais pas beaucoup d'inspecteurs du travail qui vont mettre un PV parce que l'affichage obligatoire n'est pas conforme, et encore heureux. Donc, tout ce qui est obligation formelle, à partir du moment où on fait une observation et que c'est régularisé, on va pas aller au PV. Et puis, de toute façon, je pense que les parquetiers ne seraient pas ravis si on les inondait de PV sur l'affichage obligatoire. Il y a des infractions qui sont difficiles à relever. Je pense notamment à l'entrave aux IRP. Et ça, c'est aussi la conséquence des politiques pénales des parquets. Quand les inspecteurs du travail savent que les parquets ne vont pas de bon cœur poursuivre certaines infractions, ils vont aussi se censurer et ne pas les relever parce que dresser un procès-verbal, c'est beaucoup de travail. Et puis, peut-être ce qui nous est reproché quand même, parce qu'il faut faire aussi son autocritique, c'est le manque d'harmonisation dans les suites. On a des inspecteurs du travail, on a entendu ce matin certains qui verbalisent beaucoup, d'autres pas du tout, certains qui vont, certains qui vont pas, etc. Alors, c'est de toute façon la conséquence de la liberté de décision des inspecteurs du travail. Et puis, ce qui nous est reproché aussi, et je vais vous dire après les orientations, je me dépêche vraiment, c'est l'hétérogénéité dans l'utilisation des outils. Le rapport IGAS, qui est sorti, fait état du fait qu'il y a des inspecteurs du travail qui utilisent beaucoup les outils coercitifs et d'autres pas du tout. Alors, il y a des différences entre les régions, mais il y a des différences entre les agents. Et ça, c'est aussi un souci pour nous, parce il faut quand même qu'on puisse garantir l'égalité des citoyens et des entreprises devant la loi. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça au niveau de la DGT ? Pierre Amin vous a parlé ce matin du PNA, du Plan national d'action de l'inspection du travail. Et donc, nos orientations, elles sont d'une part d'aller sur les sujets incontournables, qui vous a cité, donc d'aller sur les infractions les plus graves, et puis de aussi essayer d'harmoniser nos stratégies quand on fait des campagnes. Il vous a parlé de la campagne précarité, de la campagne temps partiel. On a fait aussi une campagne sur les accidents du travail et puis une autre sur les équipements de travail. Et là, on va vraiment donner des orientations aux inspecteurs du travail sur comment ils doivent mobiliser les suites. Alors, vous avez parlé de l'instruction DGT, DACG avec un peu de
d'étonnement sur le fait qu'on enfoncerait des portes ouvertes. Enfin, c'est comme ça que je le traduis. Alors déjà, les instructions qu'on écrit, on les écrit pour nos administrations et pas pour vous, même si vous en prenez connaissance. Et pour le coup, c'est quand même intéressant qu'on puisse dire à nos agents qu'est-ce qu'on attend d'eux. Sur la santé et la sécurité, effectivement, ce qu'on leur dit dans cette instruction, c'est qu'au-delà de prendre une mesure d'urgence qui est l'arrêt de travail, quand l'infraction est grave, c'est aussi important d'aller à la sanction pour justement que pour l'avenir, les infractions, enfin les manquements soient régularisés. Donc c'était un peu ça notre propos, mais on pourra y revenir si vous voulez. Et puis dans le PNA qu'on est en train d'écrire, là, qu'on va sortir dans très peu de temps, d'ici la fin du mois, on va vraiment porter une politique, alors qui ne va certainement pas emporter l'adhésion de toutes les personnes présentes dans cette salle, mais je suis là pour en discuter, sur le fait d'inciter les agents à utiliser plus les outils coercitifs. Parce qu'en fait, l'inspection du travail, c'est un corps de contrôle régalien et que bien sûr, et dans la plupart des cas, on donne des conseils, mais il y a des situations qui sont graves, les accidents du travail ne diminuent pas, les maladies professionnelles non plus, l'exploitation des personnes vulnérables non plus, bien au contraire. Et donc, nous, la Direction générale du travail, on incite les inspecteurs du travail et on leur demande effectivement, et on leur donne des repères pour qu'ils utilisent ces outils coercitifs. Les repères, ils viennent pas que de nous. L'OIT, en 2022, a établi des directives pour l'inspection du travail, donc qui s'appliquent à tous les États signataires de la Convention 81 de l'OIT, et qui dit bien qu'il faut opérer une distinction entre une violation grave ou répétée, une négligence coupable ou une mauvaise volonté flagrante qui justifie une sanction, sans qu'il y ait besoin forcément d'avoir avant fait un rappel à la loi, et puis une infraction volontaire ou mineure, ou une erreur ou une incompréhension des obligations en vigueur qui, là, effectivement, nécessite plutôt une action pédagogique. La contrepartie quand même de cette orientation, qui pour moi n'est pas une inflation forcément de la pénalisation du droit, mais plutôt une meilleure utilisation des outils que les inspecteurs du travail ont à leur disposition, c'est qu'on va, mais on peut en discuter, c'est qu'on va demander aux inspecteurs du travail de cibler leurs interventions et d'aller là où il y a besoin d'eux. On est 1800 agents de contrôle pour toute la France et les DOM-TOM. C'est pas beaucoup, effectivement, je vous rejoins, mais on recrute s'il y en a qui sont intéressés. Et donc, ce qu'on écrit dans le plan national d'action, c'est qu'il faut prioriser les interventions à destination des travailleurs exposés aux risques les plus graves. Et les risques les plus graves, c'est quoi? C'est bien sûr les risques d'atteinte à leur santé ou à leur sécurité, mais c'est aussi les risques d'exploitation par le travail, d'atteinte à la dignité, d'abus de vulnérabilité, voire de traite des êtres humains. On a des exemples très récents. Là, en 2024, on a plus de 500 personnes qu'on a retirées de situations qualifiées de traite des êtres humains. Donc ça existe en France. Et pour faire ça, effectivement, on parlait ce matin un peu d'intelligence artificielle. Nous, au niveau de la DGT, on développe des systèmes d'information qui vont nous permettre d'aller aussi rechercher les entreprises qui commettent potentiellement des infractions. Alors, je ne vous donnerai pas tous les secrets, mais en tout cas, c'est déposé à la CNIL. Mais effectivement, en fait, l'idée, c'est qu'on n'est pas nombreux et qu'on ne va pas aller embêter tous les employeurs par plaisir, mais qu'on va vraiment aller chercher là où les salariés sont exposés à des risques graves et là où on a des indices qui nous permettent de penser que l'entreprise commet une infraction. Voilà, je peux m'arrêter là pour l'instant, puis je peux vous répondre après parce que c'était déjà très long. Alors, même de manière très succincte, qu'est-ce qui fait que vous poursuivez l'employeur personne physique ou l'employeur et ou personne morale? Est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des infractions? Qu'est-ce qui détermine ce choix? Même brièvement. Oui, alors sur la sanction administrative, effectivement, comme l'a dit le professeur Salomon, on ne peut pas poursuivre les deux. Donc les orientations de la Direction générale du travail, c'est d'aller sur la personne morale, principalement, sauf quand effectivement il y a un risque de disparition de la personne morale ou qu'il n'y a pas de personne morale. Mais sinon, clairement, sur les sanctions administratives, l'orientation, c'est vraiment d'aller sur la personne morale. Sur les PV, ce n'est qu'une proposition, parce que c'est le parquet qui décide de la personne poursuivie. Donc l'inspecteur du travail, dans son procès-verbal, va essayer de déterminer les responsabilités. Il peut suggérer la poursuite des deux, personne morale, personne physique. Il va aussi rechercher tout ce qui relève de la délégation de pouvoir, effectivement, parce que c'est l'inspecteur du travail qui peut constater ça. Et ensuite, c'est le parquet qui décidera. Sur la transaction pénale, à l'instar de la sanction administrative, on va très majoritairement aller sur la personne morale. Sauf quand cette personne morale a disparu. Je crois que j'ai regardé qu'il y avait peut-être, je ne sais plus si je me suis noté, voilà, en 2024, 20 transactions pénales proposées à des personnes morales, à des personnes physiques. Tout le reste, c'est des personnes morales. D'accord, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Arnaud Tessier.
nous avons vu que effectivement les procédés d'amende administrative et également la transaction pénale menaient à des discussions avec l'administration, puisque c'est destiné à éviter un contentieux au pénal. Mais pensez-vous qu'il y a une vraie marge de négociation dans ces discussions avec l'administration? Alors, déjà, merci. Déjà, c'est peut-être presque incongru de parler de négociation une fois que le coup est parti, puisqu'effectivement, quand on parle de transaction pénale ou d'amende administrative, la décision, elle a déjà été prise, puisque la transaction pénale, elle intervient après un procès verbal, et l'amende administrative, elle conduit effectivement à répondre à un choix qui a déjà été fait par l'administration du travail. Donc, si je ne parlerai pas de négociation, je parlerai de discussion. Il peut y avoir un dialogue, mais à proprement parler, il n'y a pas de négociation, puisqu'il y a déjà un choix préalable qui a été réalisé sur une orientation. Et quand c'est un procès verbal, c'est même plus qu'une orientation, c'est déjà une décision, tout est déjà acté. En revanche, effectivement, il y a un dialogue qui peut s'installer. Alors, les proportions conduisent effectivement à avoir une expérience plus forte sur les amendes administratives, puisque le volume est beaucoup plus considérable que sur les transactions pénales, et puis les champs ne sont pas les mêmes non plus. Et puis sur certains champs d'infraction, de toute façon, l'administration ne va pas en transaction pénale parce qu'elle estime qu'il faut aller au procès. On y reviendra tout à l'heure, ce qui conduit possiblement à avoir une deuxième séquence de négociation, et là plutôt avec le parquet, ce qui ne fait pas toujours plaisir à l'administration du travail. Et ce qui est un sujet en soi, parce qu'effectivement, l'administration du travail, on l'a au quotidien, le parquet, on l'a une fois peut-être dans sa vie, pas plus. C'est un vrai sujet d'articulation dans la chronologie. Donc on ne négocie pas, en tout cas pas sur le principe. En revanche, on peut discuter. Le dialogue, faut être tout à fait honnête, il peut exister, mais on remonte contre le courant, puisqu'effectivement, on négocie on discute sous contrainte. Alors, on arrive à convaincre l'inspection du travail, enfin l'administration du travail, à baisser la note, je pense notamment à la demande administrative, ou à abandonner, parce qu'effectivement, il y aurait eu une mauvaise compréhension de la situation. Ça peut arriver. Il y a eu possiblement l'entreprise qui n'a pas joué le rôle aussi de donner des informations suffisantes. Il peut y avoir une analyse erronée. Il peut y avoir effectivement un contrôle qui intervient dans l'entreprise aussi sur des bases peut-être un petit peu pas toujours avec une compréhension de la situation qui peut être déséquilibrée, parce que l'administration du travail intervient aussi parfois, et c'est normal, sur la base d'informations qui lui sont transmises, et sans avoir pris forcément le temps non plus d'échanger avec l'entreprise pour rééquilibrer cette compréhension de la situation. Donc c'est important qu'il puisse y avoir un temps d'échange sur la recompréhension de la situation, donc parfois faire comprendre que l'analyse est erronée. Et puis le deuxième point de dialogue, qui est très fortement entendu par l'administration, c'est de montrer que la situation n'est pas ISO, qu'elle a pu bouger, que la situation qui est reprochée, elle n'est plus la même parce que c'était il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, ou parce qu'il y a un certain nombre d'éléments correctifs qui ont pu être mis en place. Et ça, je pense que vous nous le confirmerez, j'espère. En tout cas, c'est ce que je constate. Il y a une capacité de dialogue et d'influence réciproque sur ces sujets-là. Maintenant, dans le cadre de la discussion avec l'administration, alors sur les éléments chiffrés de l'amende administrative, moi je constate qu'il y a une envolée terrible des montants. Enfin, je ne sais pas si mes camarades avocats conseils d'entreprise constatent la même chose, mais j'ai le sentiment qu'il y a une envolée quand même du coût des amendes administratives et donc de la sanction financière, puisque c'est le sujet qui nous anime cet après-midi. Donc avec une vraie perception, en tout cas de la part de l'entreprise, sur l'intérêt d'avoir cette discussion, parce que ça peut atteindre aussi des montants qui sont assez significatifs. Je finirai peut-être sur ce point-là en relevant un point, c'est que en ce qui concerne la transaction pénale, je m'interroge parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le fait, et c'est les statistiques, si je ne me trompe pas, qui disent que la majorité des entreprises acceptent la transaction pénale qui est proposée.
Alors que on sait que il y a quoi? Il y a les 2 tiers, un peu plus de 2 tiers des PV qui sont classés, un peu plus. Voilà. Et je trouve que si je rapproche les deux éléments, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire que je suis entreprise, si je suis un peu joueur, on ne joue pas avec le pénal, hein, mais j'essaye. Si je suis un peu joueur, je sais que 70-80% des cas, le PV, il donnera lieu à rien. Quel est l'intérêt que j'ai à transiger à proportion, enfin, de façon disproportionnée de l'autre côté? Moi, j'ai peut-être un petit bout d'explication. Alors, c'est bien évidemment la capacité de conviction de l'administration du travail, mais il y a aussi certainement la conviction de l'entreprise que son correspondant, l'administration du travail, c'est au jour le jour, et ça ne s'inscrit pas uniquement dans une transaction pénale à un moment donné, et que ne pas transiger sur une proposition qui est faite par l'administration du travail à un moment donné, c'est possiblement créer une perturbation dans la relation au long cours. Et ça, pour moi, c'est un sujet sur, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, sur le partage des rôles et le cumul des rôles dévolus à l'administration. Je suis convaincu effectivement de l'importance du pouvoir de contrôle. Je sais combien les pouvoirs de police attachés à l'inspection du travail sont importants, mais je suis, comme Gaspard l'a dit tout à l'heure, sur les autorités administratives qui construisent eux-mêmes leurs propres régulations et qui viennent les sanctionner après, je suis préoccupé par le fait que la même autorité administrative conjugue l'enquête, le contrôle, le conseil et possiblement la sanction. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qui vient d'être dit? Oui, sur votre dernier propos, la même autorité administrative, non, parce que l'inspecteur du travail est une autorité administrative, le directeur régional en est une autre, donc c'est bien effectivement la séparation entre celui qui constate et celui qui sanctionne est bien préservée juridiquement. Mais enfin, après sur le... Juste, je partage vraiment ce que vous avez dit sur le fait de pourquoi les employeurs acceptent la transaction pénale alors que finalement ils auraient plus de chances de ne pas être poursuivis par le parquet. Oui et non. Alors, on peut jouer. Hein. Enfin, il y en a d'ailleurs qui essayent, mais ça dépend aussi des relations que l'administration du travail va développer avec le parquet. Vous avez compris qu'en prenant, sans augmentation d'effectifs, je tiens à le dire, ces nouveaux pouvoirs en 2016, en prenant cette charge, l'administration du travail a déchargé les parquets en faisant la transaction pénale. C'est un peu du donnant-donnant. C'est que si moi, j'envoie au parquet, j'envoyais à l'époque où j'étais en dette, un dossier avec une personne mise en cause qui refuse la transaction pénale, celui-là, le parquet, il va quand même le regarder différemment. Donc c'est un risque à prendre. Il y en a qui le prennent. Il y en a qui ont raison de le prendre et d'autres non. Mais c'est aussi vraiment les relations qu'on développe avec les parquets qui sont importantes sur ce sujet, je pense. Et donc en ça, la transaction pénale diffère de la transaction civile où le juge n'a pas connaissance du montant, par exemple, qui aurait été refusé par l'une ou l'autre des parties. Donc ça vient être aussi, je dirais, un des éléments à prendre en compte pour les entreprises et leurs conseils au moment de refuser une transaction pénale, outre également l'aspect d'image qu'il peut y avoir. Je ne sais pas si Arnaud, tu voulais rebondir sur la protection de l'image ou les conventions, comment protéger, ou quelle était la stratégie pour les clients en termes d'échec des négociations. Quel est ton conseil ou comment les clients peuvent réagir face à ça? C'est clair que le risque d'image, le risque réputationnel qui est attaché au procès, la longueur du procès, l'utilisation qui en est faite aussi, hein, ça fait partie aujourd'hui de l'espace médiatique et quand même un instrument puissant dont peuvent utiliser que peuvent utiliser les différentes parties, est un élément qui conduit sans aucun doute les entreprises, en tout cas, à le prendre en considération dans le choix qu'elles font de la voie qu'elles suivent. Ça, c'est une évidence. La deuxième chose aussi qui peut conduire à réfléchir au moment où la transaction pénale est proposée par l'administration du travail, j'ai bien conscience qu'il y a deux niveaux.
mais je mélange volontairement pour faire simple, hein, pardonnez-moi. Mais effectivement, si la transaction pénale est refusée par l'entreprise, elle va se retrouver aussi, donc je l'ai dit au quotidien, avec l'inspecteur du travail qui, effectivement, sera pas forcément très satisfaite de l'orientation qui est donnée à son mois. Et puis, avec l'inspecteur du travail qui viendra devant la juridiction pouvoir expliquer. Et là, effectivement, c'est le même degré. C'est-à-dire que au quotidien, je suis avec mon inspecteur du travail, et devant le tribunal, je suis avec un inspecteur du travail qui, si je suis au procès, on sait ce que c'est des plaidoiries, on les pratique, on sait ce que c'est effectivement les auditions, etc. Voilà, c'est quelque chose qui est, pour une entreprise, pour un représentant d'entreprise, un procès, c'est jamais amusant à titre personnel non plus, et c'est possiblement assez violent. Donc, c'est toute cette articulation-là qui est pas nécessairement facile à piloter, qui doit être prise en compte dans les choix. Alors, ce qu'on voit aussi beaucoup développer, et M. Salmon, vous l'avez effectivement esquissé tout à l'heure, c'est la CRPC. C'est-à-dire que c'est pas parce que on ne rentre pas en voie de transaction. Et d'ailleurs, parfois, les entreprises voudraient entrer en voie de transaction pénale, mais c'est l'inspection du travail elle-même et l'administration du travail qui ne veulent pas nécessairement y aller, parce qu'elles veulent un procès sur une question de principe, sur un M&M éventuellement, hein, le risque d'image pour la décision qui est rendue à l'égard d'une entreprise grande ou petite sur un sujet nouveau, moins nouveau, etc., conduit effectivement à dire aux autres, vous voyez ce qui peut se passer. C'est une évidence. Il y a une notion d'exemplarité dans la procédure de l'un à l'égard des autres. Et ce qu'on voit quand même énormément fleurir, c'est la CRPC sur les sujets de droit du travail, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que vous avez fort bien décrit tout à l'heure, qui prend de plus en plus de place. Pour le parquet, c'est incontestablement éviter le temps du procès qui est excessivement long. Pour l'entreprise, c'est éviter le procès, la publicité négative. Et on le voit se développer, c'est ça qui est intéressant, c'est au stade de la première instance. Donc on a pu rater l'étape de la transaction pénale. Elle peut survenir au niveau de la première instance, mais elle peut aussi survenir, et c'est de plus en plus le cas, au niveau de l'appel, alors qu'une peine aurait pu être prononcée avec beaucoup d'agilité. D'ailleurs, vous avez parlé de fonctionnement un peu plus à l'américaine sur certains aspects. On le voit quand même apparaître très fort sur cette contractualisation de l'approche. Là, il y a de la vraie transaction. Parce qu'il y a même des choses qui ne sont pas encore dans les livres. Merci Arnaud. Michael. On a évoqué tout à l'heure, à plusieurs reprises, le fait qu'il peut y avoir une pénalisation croissante des procédures menées à l'encontre des entreprises. Et il me semble que dans ta pratique en droit du travail, de plus en plus, tu es amené à collaborer avec certains des associés, justement, avec des compétences en droit pénal. Quel est ton avis sur cette question ? Alors effectivement, quand on regarde le Code du travail, il y a une partie considérable des textes qui peuvent faire l'objet d'une sanction pénale, que ce soit le harcèlement moral ou sexuel, que ce soit les relations avec les représentants du personnel, la santé ou la sécurité. On n'a pas besoin, mais on peut s'y référer à l'ouvrage du doyen Gamay, mais effectivement, c'est assez récurrent, on le sait. Le travail dissimulé, le travail des étrangers, et également ce qu'on appelle les contrats précaires. De sorte que, sans faire de statistiques sur ce sujet, on a l'impression que, théoriquement, en tout cas après la pratique c'est autre chose, 70% du Code du travail est sous la menace d'une sanction pénale, alors que ce soit une amende ou des poursuites beaucoup plus lourdes naturellement. Ça c'est une réalité. Donc les outils, les textes existent. Dans les faits, on a quand même la sensation que les dossiers se multiplient. Nous, au cabinet, on a une équipe de droit social et également une équipe lourde en droit pénal, du travail et des affaires. Et alors, on a toujours eu des dossiers avec eux, des interactions. Ça tombe bien, ils sont plutôt sympathiques. Et puis, l'avantage du pénaliste, c'est comme il voit des dossiers abominables, il en parle toujours avec le flegme d'un amiral britannique.
Mais pour autant, c'est vrai que ces dernières années, il y en a de plus en plus. Alors, pas toujours des dossiers en lien avec l'administration du travail, hein, mais les recoupements sont extrêmement fréquents désormais. Alors, on n'est pas encore totalement inséparables, mais il y a une tendance de fond qui est assez réelle. Et ce qui est intéressant de noter par rapport à cette réforme issue de l'ordonnance de 2016, c'est que cette ordonnance est intervenue sur la base du constat de ce qu'il y avait beaucoup de lettres d'observation de la part des inspecteurs du travail, mais, entre guillemets, pas assez de poursuites, de sorte qu'il n'y avait pas les moyens, les suites n'étaient pas données nécessairement au constat qui était opéré. D'où cette ordonnance de 2016. Ce qui est intéressant de noter, c'est que cette ordonnance, elle aura bientôt 10 ans. Alors ça fait, on a l'impression que c'est beaucoup, parce qu'on a eu l'habitude, avant que le Parlement devienne ce qu'il est aujourd'hui, qu'il y avait des réformes tous les ans. Mais finalement, 10 ans, on dit que c'est le temps qu'il faut à un texte pour qu'on en mesure les premiers effets. Ça paraît dingue en matière sociale, où 20 ans, ce qui s'est passé il y a 20 ans ou 30 ans, c'était le Crétacé supérieur. Mais 10 ans, je dirais, dans un fonctionnement juridique, sociétal normal, ça permet d'avoir le recul. Et c'est vrai que sur cette ordonnance, on en parlait avec un certain nombre de confrères spécialistes en droit social. On en parlait également dans le cadre de l'organisation de la table ronde. Bon, nombreux sont ceux qui ont indiqué que, bah oui, on constate une augmentation des amendes pénales, mais on ne le voyait pas si souvent que cela avant. On parlera aussi à un moment de l'audition pénale libre. On en a parlé ce matin. C'est également une pratique qui gagne en visibilité, et la transaction, c'est également le cas. Ce qui m'a beaucoup amusé en préparant cette table ronde, c'est en lisant le rapport de l'IGAS, qui est vraiment très bien conçu. Il est récent, il est du mois de janvier, ça vaut la peine de le parcourir. C'est qu'on voit qu'il y a eu des craintes des organisations syndicales et de certains inspecteurs du travail lorsque l'ordonnance a été adoptée, de ce qu'on aboutisse à une dépénalisation du droit du travail. C'était une crainte, parce que finalement, ça donnait l'impression à ces personnes inquiètes de ce qu'il y aurait une contractualisation du droit pénal. Et ce qui est très, très amusant, c'est que côté entreprise, on était plutôt très inquiet en se disant qu'il y aura au contraire davantage de pénalisation. Bon, c'est le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Et dernier point sur la pratique, toujours dans ce rapport de l'IGAS, alors il y a des petites cartes de France qui sont bien faites, et on voit qu'il y a une hétérogénéité assez forte dans les pratiques. Par exemple, au niveau des amendes, il y a assez peu d'amendes en Normandie, beaucoup plus en PACA. Donc si vous êtes percheron, vous êtes assez tranquille. Si vous êtes du côté de Vieux-Port, ça peut être beaucoup plus rythmé. Et alors justement, l'audition pénale libre, comment vos clients au sein de ton cabinet ressentent cette audition? On a déjà un petit peu parlé ce matin, pris visiblement comme un traumatisme, et après ce serait intéressant aussi de vous entendre, parce que j'ai l'impression que administration et entreprise n'ont pas du tout le même regard par rapport à cette audition, donc c'est peut-être l'occasion de mettre tout le monde d'accord aujourd'hui. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de rappeler ce sentiment d'inquiétude pour les clients lorsqu'ils sont convoqués à une audition pénale libre. Alors, le DRH, le dirigeant, bon, il a un peu l'habitude, il vit désormais avec le risque que son activité l'activité de l'entreprise puisse faire l'objet de poursuites pénales. Ça, c'est vrai. Il a aussi l'habitude de recevoir des courriers d'inspecteurs du travail qui veulent lui indiquer « Attention, votre comportement ou ce qui s'est passé, c'est passible de telle sanction en application de tel texte. » Ça, effectivement, on connaît. Mais le fait d'être convoqué à une audition pénale, alors là, on se rend compte qu'on est dans le concret et qu'on est vraiment dans la première étape qui peut préfigurer un procès pénal. Donc c'est vécu de manière assez douloureuse, hein. Et c'est vrai que dans le cadre de... Je ne vais pas anticiper vos propos, mais c'était très intéressant de vous entendre. Et je voulais vous remercier, ainsi que M. Coé, d'être présent parmi nous, parce que ça nous a permis d'avoir un dialogue, ça nous donne aussi une grille de lecture, de comprendre pourquoi dans telle situation on s'oriente. Alors il y a les textes effectivement qui ne se recoupent pas, pourquoi parfois ce sera l'amende, pourquoi parfois une transaction qui sera proposée, l'audition pénale libre, pourquoi est-ce que l'inspecteur du travail
Ils s'y collent. Je vous développerai ensuite. Euh, je me contente de faire le teasing. Pourquoi est-ce que ce sont les inspecteurs qui de plus en plus ont ces auditions? Nous, ça nous offre une grille de lecture pour expliquer aux clients quand ils se retrouvent dans telle situation pourquoi est-ce qu'on en est là, et également de faire de la prévention au niveau des entreprises pour permettre de mettre en place des actions qui évitent une intervention ou des poursuites, comme on l'a vu depuis le début de l'après-midi. Merci. Je vous laisse répondre. Oui, alors sur l'audition pénale libre, je ne vais pas forcément m'étendre sur, notamment, madame, l'exemple que vous avez donné ce matin, parce qu'il y a peut-être des pratiques déviantes, c'est possible, chez certains inspecteurs du travail, chez certains avocats, chez certains DRH, je pense qu'il y en a partout, et ce n'est pas forcément ça qui est intéressant à relever. Pour moi, en tout cas, et pour vous donner peut-être des clés de lecture, effectivement, parce que quand on a préparé effectivement cette table ronde, on est un petit peu tous tombés des nues sur la différence d'appréciation qu'on avait de cette procédure. Pour l'inspection du travail, l'audition pénale libre, c'est pas un pouvoir, c'est une contrainte. C'est l'exercice des droits de la défense. Avant d'arriver devant le tribunal, il faut que la personne qui est mise en cause ait eu l'occasion de s'exprimer librement, d'avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés et de s'exprimer librement sur ces faits-là. Jusqu'à un temps qui commence déjà à dater un petit peu, mais qui n'est pas si ancien. Moi, quand j'étais inspectrice du travail, je faisais un procès-verbal, je le transmettais au parquet, qui le renvoyait immédiatement au commissariat de l'arrondissement, du 17e arrondissement, d'ailleurs, parce que c'était mon secteur de contrôle, qui gardait ce procès-verbal pendant un an dans ses armoires. Et puis un jour, j'avais un OPJ qui m'appelait en me disant « Tiens, je vais faire l'audition pénale, j'y comprends rien, ton procès-verbal, qu'est-ce que tu lui reproches exactement, etc. » C'est normal, si le droit du travail, c'est pas très accessible pour l'OPJ du commissariat du 17e arrondissement, et il connaît plein de choses que moi je connais pas, donc chacun son job. En fait, ça s'inscrit exactement dans la même lignée que la transaction pénale. C'est que pour accélérer les procédures et un petit peu arriver plus vite à une solution, soit un classement sans suite, soit une poursuite, on essaye de rationaliser un petit peu nos forces. Les commissariats comme l'inspection du travail, on n'a pas pléthore d'effectifs. Et donc l'idée, c'est que, et ça c'est des demandes des parquetiers, c'est qu'effectivement l'inspecteur du travail puisse lui-même réaliser l'audition pénale libre, donc faire ce contradictoire, permettre les droits de la défense, pour qu'ensuite le parquet puisse directement aller à l'audience sans avoir besoin de renvoyer au commissariat ou à la gendarmerie. Voilà, le fond de l'histoire, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est une contrainte pour nous, parce que quand c'est une personne qui ne parle pas français, il faut trouver un interprète. Il faut effectivement gérer l'avocat. Dans 90% des cas, ça se passe bien, et puis des fois, c'est compliqué. Il faut passer du temps, il faut tout noter, il faut imprimer, il faut faire signer. Enfin, c'est beaucoup de tracasseries quand même administratives. Et vraiment, les agents de l'inspection du travail s'en plaignent. Ils ne sont pas contents de le faire. Sauf peut-être, madame, ceux que vous avez rencontrés, mais... ne me les donnez pas. Mais non, vraiment, après, c'est vrai que ça permet aussi pour le parquet d'avoir une procédure qui est cohérente, et effectivement, ça sera peut-être moins nécessaire d'avoir l'inspecteur du travail à l'audience pour réexpliquer tout ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, l'audition pénale du commissariat ou de la gendarmerie sera peut-être un peu à côté, parce que, encore une fois, pas spécialiste. Donc après, cette pratique-là, elle intervient à la fin de la procédure. C'est-à-dire que l'inspecteur du travail, on l'a dit, il a le droit d'entrer dans les entreprises, il a le droit d'interroger les employeurs. L'employeur va effectivement tenir des propos. Alors, les constats de l'inspection du travail font foi jusqu'à preuve du contraire devant un tribunal. Néanmoins, quand il s'agit de reprendre les propos d'un employeur, c'est bien que l'employeur ait connaissance de ce qu'on lui reproche avant vraiment de s'exprimer sur l'infraction pour laquelle il va être poursuivi. Donc, en général, l'inspecteur du travail, il va mener toute son enquête, et puis à la fin, juste avant de clore la procédure, il va convoquer la personne mise en cause à l'audition pénale. Il va réaliser cette audition pénale. Merci beaucoup. Je crois qu'Arnaud voulait rebondir. Oui, je vais pas être très long. Je suis un peu gêné par la chronologie, puisque à partir du moment, notamment de l'audition pénale, et de façon plus large sur la dimension répressive de l'action de l'administration du travail. Mais sur l'audition pénale, effectivement, on les voit exploser de façon exponentielle. Ça s'explique parce que vous avez très bien expliqué, c'est-à-dire qu'il faut construire le dossier. Mais je suis gêné intellectuellement par le fait qu'on fasse l'audition pénale libre, et donc le dossier pénal avant même que le procès-verbal soit
établi. Ça, c'est un point. Donc, c'est-à-dire que, effectivement, si je suis invité à une audition pénale libre en tant que, effectivement, représentant d'une entreprise, je sais que j'aurai un procès-verbal en sortant. Donc, ça me gêne dans la construction, effectivement, des mécanismes de procédure pénale. Et de façon plus large, effectivement, donc, ce que Michael a relevé, c'est qu'on constate une pénalisation de la matière. Je dirais une utilisation accrue de l'outil répressif. Le caractère dissuasif attaché à la chose pénale, il est connu, mais il est quand même de plus en plus utilisé par le corps de contrôle comme un élément permettant effectivement on envisage très vite l'utilisation de l'outil répressif comme un moyen effectivement de faire de la prévention. Je pense que là, il y a peut-être un arbitrage à faire. Alors, je sais que vous manquez de moyens et on aimerait bien que nos impôts soient déployés à plus de moyens de l'inspection du travail pour qu'il y ait plus de conseils, qui est quand même la mission première de l'inspection du travail. Et en préparant cette intervention, j'ai découvert quelque chose que certains d'entre vous connaissent certainement. Moi, je ne connaissais pas bien. C'est le droit au contrôle. C'est le rescrit en droit du travail. Et je me suis dit, effectivement, il y a peut-être une piste à évaluer pour faire en sorte que les sujets ils soient envisagés différemment, qu'à l'occasion d'un contrôle dont on se dit que le contrôle il doit nécessairement donner lieu à ce qu'on trouve quelque chose, voire même à ce qu'on envisage quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Avant de donner la parole à l'assistance, moi j'ai juste envie de rebondir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le rôle de l'avocat. Il y a parmi nous beaucoup d'avocats. Quelle est l'attitude qui fait que ça s'envenime à cause d'un avocat? C'est sans préparation. Très, très rare. Oui, on m'avait pas dit cette question. Non, il y a plusieurs situations. Il y a la situation de l'employeur qui va pas daigner parler à l'inspecteur du travail, qui va renvoyer sur l'avocat. Bon, là, pour le coup, c'est pas l'avocat qui est mis en cause. Nous, on fait bien la différence entre l'employeur qui éventuellement est coupable d'infraction et l'avocat qui fait son travail et qui le défend. Donc ça, c'est une situation, effectivement, c'est pas qu'on va pas parler à l'avocat, mais enfin, la personne qui est mise en cause, c'est bien l'employeur. Et je pense que les auditions pénales, effectivement, c'est peut-être l'occasion de friction. Enfin, moi, j'en ai pratiqué, même si ça commence à remonter, où effectivement, chacun doit trouver sa place et la personne qui est entendue, c'est bien l'employeur et pas l'avocat. Après, non, j'ai pas d'exemple. Après, on est beaucoup sur de l'humain aussi. Moi, j'ai eu des gros dossiers avec des avocats effectivement habitués à du contentieux très rude, où effectivement, et nous, on analyse ça comme une absence d'argument, mais arriver à l'audience et avoir mon curriculum vitae, les derniers posts que j'ai fait sur LinkedIn, et puis de dire que de toute façon, l'inspection du travail est... je ne vais pas vous donner les arguments, mais enfin, vous les connaissez. Voilà. Alors, en général, ça nous attire plutôt la sympathie du juge et c'est plutôt la preuve que le dossier ne comporte pas d'autres éléments qui permettent de défendre le client, mais c'est quand même des pratiques qui se sont vues, qui se voient et qui ne sont pas très agréables pour un inspecteur du travail. Et qui restent anecdotiques. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, puisque nous avons été peu représentatifs des entreprises, puisque nous avions des conseils d'entreprise. Est-ce que certains veulent réagir? Nous étions très clairs. Ah, si, madame. Vous êtes quand même accueillie. Non, on n'a pas du tout parlé, mais ce n'était pas dans les sujets, puisqu'on a été jusqu'à l'audition libre, mais on n'a pas été jusqu'à l'audience pénale. Du témoignage de l'inspection du travail à l'audience correctionnelle, parce que je ne crois pas que ça soit dans les sujets abordés, c'est le statut de l'inspection du travail à l'audience correctionnelle, parce que moi, je soulève régulièrement le fait qu'elle ne peut être entendue que comme témoin, que quand je vois que le parquet lui a déjà donné depuis 15 jours mes conclusions, parce que dans ces matières, nous faisons tous des conclusions vu la technicité des choses. J'aimerais savoir, et puis aussi la position de l'avocat général de la Cour de cassation, parce que malgré tout, c'est un vrai problème juridique de en quel statut a le témoin. On nous dit comme ça, l'inspection du travail, je suis sachant, je ne connais pas ce statut en droit pénal, et je voulais savoir ce qu'il en était. Alors, dans la pratique, et puis après peut-être vous pourrez dire si je dis n'importe quoi ou pas, l'inspecteur du travail, alors déjà s'il va à l'audience, c'est soit parce qu'il est invité par le parquet,
soit parce qu'il est cité par une des parties à témoin. Alors moi, personnellement, j'ai déjà eu les deux cas de figure. L'un est plus confortable que l'autre, je ne vous le cache pas. A priori, de la doctrine DGT en tout cas, c'est de dire que lorsque l'inspecteur du travail vient comme sachant ou comme expert sur l'invitation du parquet, il ne parlera que si effectivement le président souhaite l'entendre. À aucun moment l'inspecteur du travail ne s'impose à une audience. C'est vraiment pour éclairer ces constats, pour expliquer quand vous êtes sur du travail dissimulé, une personne qui n'est pas déclarée, bon, pas vraiment la peine de se déplacer. Mais quand vous êtes sur un équipement de travail qui a été mis en circulation avant 1993, dont la réglementation prévoit que ce n'est pas l'annexe 1 qui s'applique, mais d'autres textes, et que en fait vous êtes devant une juridiction, alors peut-être pas au TGI de Paris, parce qu'on a des magistrats qui sont un peu spécialistes, mais enfin, moi j'ai commencé à Valenciennes, dans un petit tribunal. Voilà, ils ont besoin qu'on leur explique pourquoi en fait, non, c'est pas le salarié qui a fait une faute parce qu'il a mis la main dans sa machine et qu'il a plus de main, c'est parce qu'il aurait dû avoir un protecteur fixe ou alors amovible asservi au fonctionnement de la machine. Donc en fait, l'inspecteur du travail, il vient expliquer les choses, la réglementation ou ses constats, et tout ce qu'il va dire à l'audience ne pourra pas être repris par le juge dans le jugement. Ça ne peut pas, puisque ça n'a pas été soumis à la procédure effectivement de témoin, ça ne pourra pas être repris dans le jugement du juge. Ça permet d'éclairer, et on nous pose aussi des questions, pas toujours facile, mais voilà. Donc ce statut-là, il est effectivement un petit peu hybride, mais en même temps, c'est aussi une réponse. C'est pas une volonté de l'inspection du travail d'y aller forcément, c'est pas toujours le meilleur moment, mais c'est une volonté du parquet. Après, en tant que témoin, là, c'est beaucoup plus clair. Ça nous est arrivé, moi, ça m'est arrivé dans un dossier de traite des êtres humains où le parquet n'avait pas souhaité poursuivre et où c'était la partie civile qui avait fait une citation directe et qui m'avait cité comme témoin. Là, c'est pas très confortable, effectivement, parce qu'on arrive et que l'on n'a pas entendu ce qui se passait avant. Donc là, c'est un autre statut, mais c'est, je pense, assez rare pour l'inspection du travail. Si vous voulez compléter. Je vais peut-être effectivement rappeler que la distinction qu'a fait Mme Chambarla, qui est effectivement tout à fait juste, et vous allez la retrouver, je dirais, dans toutes les administrations spécialisées. Vous ne faites peut-être pas du droit pénal à la consommation, mais c'est exactement la même chose. C'est cette summa divisio, soit que vous êtes cité en tant que témoin ou en tant que sachant. La seule personne dans les contentieux spécialisés qui échappe à, je dirais, cela et qui a un statut à part, c'est en droit pénal fiscal, où là, l'administration fiscale est amenée à se constituer partie civile. Elle ne pourra pas demander de dommages et intérêts parce qu'en vertu du L232 du LPF, eh bien, elle est démonétisée en ce sens parce qu'il y a le contrôle fiscal qui a permis, et le redressement fiscal qui a permis d'obtenir des dommages et intérêts, mais elle va intervenir en tant que partie civile. Et là, elle va développer des conclusions. Ça ne sera ni ce statut bâtard dont vous faites prétendument état, ni celui de témoin, ni celui de sachant. C'est une partie civile. Mais pour le reste, c'est un statut non pas de sachant, mais pour la répression des fraudes, pour la consommation, pour l'inspection du travail, soit en effet de témoin. Non, mais en revanche, d'inviter effectivement là, cette notion précisément que vous appelez de sachant technique, fera qu'effectivement, ces éléments ne pourront pas être effectivement, ils seront peut-être couchés sur le plumitif du greffier, mais le tribunal ne pourra pas, à peine de la nullité de sa décision, en faire état. C'est vraiment un simple éclairage. Je vous rassure, en matière de contentieux pénal et COFI, là, j'ai été pendant des années et des années dans les juridictions de fond et à la Cour de casse. Généralement, tout est discuté, tout est motivé, parce qu'il y a systématiquement une voie de recours. Nous plions sous les pourvois à la chambre criminelle. Merci beaucoup.